dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu, idées déco, envers du décor. Bref, on papote et on enregistre car ici, la déco, ça s'écoute. Si vous venez juste de découvrir cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. Sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés avec de nombreuses personnalités passionnantes et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises. Pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, @décodeur, et petite nouvelle, la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois, et dans des conditions particulières que je vais vous détailler juste après, Claire Leblonfort, la fondatrice de De Bon Goût. Alors De Bon Goût est née il y a 5 ans, en 2019, en même temps que Décodeur. Je dis ça, je dis rien. Et le concept est canon, c'est une boutique déco qui propose du neuf et du chiné. On trouve donc des meubles vintage, mais aussi des collections imaginées par Claire et son équipe. Tu vas nous dire, Claire. C'est vraiment une super idée d'aborder la déco de cette manière, donc je suis très contente qu'elle vienne nous en parler. Ça répond aux tendances actuelles. Aujourd'hui, on mélange le neuf, l'ancien, le design, l'artisanat, et tout ça pour se créer cette fameuse déco unique qui nous ressemble et qui ne ressemble pas à celle du voisin, n'est-ce pas, Claire? Bonjour, Claire. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est tout à fait ça. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es bien installée? Je suis très bien installée. Parce qu'il faut qu'on vous dise tout de suite, on n'enregistre pas n'importe où. Nous sommes installés dans l'espace Exclusive Collection du Club Med de La Rosière, dans les Alpes. C'est le Podcast Club. Cette semaine, c'est la semaine du podcast. Le Club Med a invité une dizaine de podcasteurs à venir enregistrer ici leur podcast et à découvrir cet espace Exclusive Collection qui sont des suites premium, en gros la gamme luxe du Club Med. Chaque resort est toujours pensé avec des architectes de renom et des designers locaux qui sourcent des matériaux régionaux et responsables. À La Rosière, c'est Jean-Michel Willow qui a pensé les lieux et c'est un mix entre, Claire, tu vas me dire si tu es d'accord, un style un peu savoyard, cette déco un peu chalet qu'on vient chercher pour déconnecter, associé à des codes plus contemporains, je dirais. Et même design. Et même design, ouais. Ici, la suite est vraiment hyper cosy, c'est plein de matière, on va dire, réconfortante, de couleurs chaleureuses. C'est parfait pour prendre du bon temps après avoir skié. On a une vue sur les pistes qui est incroyable. Mais bon, il faut dire qu'au Club Med, on n'est jamais trop mal. Je prends juste 1 minute pour parler du Club Med parce que j'ai appris plein de choses cette semaine et c'est intéressant de vous le partager. C'est un concept. Est-ce que tu sais, Claire, quand est né le concept du Club Med, à peu près en année? Je dirais 1940. 1950, pas mal. Donc ça fait plus de 70 ans. Alors j'ai l'impression qu'on fait un jeu, mais c'est Gérard Blitz, qui est un joueur de water polo, qui a créé à Majorque un village avec des toiles, comme on peut voir encore, plantées dans le sable. Et l'idée, c'était que tout le monde se tutoie, prenne l'apéro, partage des activités, où tout était donc compris, le fameux all-inclusive, qui est l'une des signatures du Club Med encore aujourd'hui. Depuis, il y a des resorts qui sont nés sur les 5 continents, que ce soit à la plage ou à la montagne. La montagne n'était Claire, je ne sais pas si tu connais, mais c'est canon. Apparemment. Parce qu'on en parle beaucoup depuis quelques jours. Ouais. C'est souvent dans des petits paradis cachés, avec toujours cette même philosophie de convivialité, de liberté, de fête ou de moments pour soi, selon ses envies. Il propose beaucoup d'activités, notamment pour les enfants qui sont tout le temps pris en charge. Et ça, c'est peut-être ça, le vrai bonheur. Ah ouais, ça, c'est le luxe. Même pour les ados, hier, il y avait par exemple un escape game pour les ados, c'est sympa. Toujours ces grands buffets, ces soirées ou ces moments bien-être avec des salles de sport, un spa. Bref, je m'arrête là, chacun crée le séjour comme il l'entend et toujours dans cet esprit de luxe discret, cher au Club Med. Donc on les remercie beaucoup pour cette très belle invitation. Merci. Maintenant, on va parler déco, Claire. On va commencer avec une question que je pose souvent à la fin, mais là qui s'impose. Tu t'appelles De Bon Goût, c'est quoi le bon goût?
Ça, tu vois, c'est pour ça que ça s'appelle de bon goût. C'est parce que ça marque les esprits. Le bon goût, bien sûr, tout le monde l'a à sa façon, c'est évident. Ce que j'aime en fait dans les intérieurs et dans le bon goût, c'est quand on va au bout des choses, quand un intérieur représente une personnalité. Donc c'est ça pour moi le bon goût, c'est quand l'intérieur est incarné. Ok. Alors, je disais, toi, ton concept, c'est de mélanger la Chine, les nouveautés, le neuf, on va dire. C'est un style déco qu'on voit beaucoup, qui est très actuel, alors qu'avant, tu trouves qu'il y avait les teams vintage et les teams design. Toi, tu t'es dit non, on peut tout mélanger. Je pense qu'en fait, c'est un concept qui a toujours existé. En réalité, moi, ma mère le faisait. Je pense qu'on a toujours, tout le monde a aimé avoir à un moment conservé, notamment des meubles de famille, des meubles qui se transmettent de génération en génération. Et moi, mon constat quand j'ai créé De Bon Goût, c'était simplement de se dire que finalement, aucune marque ne s'était approprié cet usage qui était extrêmement commun. Voilà. Après, il est particulièrement à la mode ces dernières années, c'est vrai. Mais effectivement, c'est pas quelque chose qu'on a inventé. C'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. Et alors, comment on réussit ça sur le principe? À quoi ça ressemble de mélanger du neuf et du chiné? En fait, on a déjà, je pense qu'il faut trouver les pièces. C'est-à-dire que c'est un peu, j'ai rencontré quelqu'un la dernière fois qui me disait ça, c'est un peu la pièce qui t'appelle. Tu vas avoir une commode avec une patine, tu vas avoir un miroir qui est piqué, et puis celui-ci, il va être, tu vas le trouver beau, et ça va être le premier élément que tu vas pouvoir avoir dans une déco. Après, tu peux avoir aussi un miroir neuf, et puis une commode chinée, et l'inverse est vrai aussi. Donc c'est le premier coup de cœur, en fait. C'est le premier coup de cœur qui va définir le reste de la déco. Il n'y a pas vraiment de règles sur l'alliance parfaite. Il faut se faire confiance. Alors toi, tu proposes des pièces uniques. Tu les trouves où? Sans révéler tes secrets, mais tu proposes des... Pas de secrets, au contraire, je recrute. Donc si ça peut permettre de trouver plus de personnes. En fait, on travaille avec des brocanteurs qui sont partout en France. Nous, notre idée, c'est vraiment de venir mailler le territoire avec des gens qui sont un peu partout et qui vont aller chiner, qui sont passionnés de Chine. Et en fait, ce qu'on vient leur proposer, c'est tout simplement de leur racheter les produits. Alors, ils sont peu nombreux, ces brocanteurs, parce qu'en fait, l'idée, c'est de les conserver, de travailler avec eux le plus longtemps possible, de les fidéliser. Et en fait, on va leur apporter une sorte de revenu fixe et nous, un volume qui va être pérenne, toujours de qualité, etc. Donc, c'est un peu notre secret sauce. Donc, si vous êtes brocanteur et que vous m'écoutez, n'hésitez pas à nous contacter. Oui, j'ai vu sur le site, il y a écrit on recrute des brocanteurs. Alors, absolument. C'est-à-dire? Alors, en fait, la méthode est hyper simple. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer un message sur notre téléphone portable, enfin sur le téléphone qui est sur le site. Vous pouvez nous contacter sur Instagram. Et si vous avez des produits à vendre, vous nous envoyez la photo. Et on détermine le prix ensemble, on se met d'accord. Et quand vous avez un certain volume de pièces, on se charge de la logistique. On vous envoie un camion. Et l'idée, c'est de réitérer l'expérience le plus souvent possible. Et toi, tu chines, tu stockes ou tu mets en contact? Alors moi, je chine et je stocke. Et en fait, c'est un peu aussi notre valeur ajoutée, si je puis dire. C'est que quand on reçoit le produit, finalement, on le garantit. C'est-à-dire qu'on l'a vu, on l'a inspecté, on l'a réparé quand il y avait besoin de le réparer. On ne le modifie pas en revanche. C'est-à-dire qu'on ne va pas le repeindre, on ne va pas le céruser, le patiner, etc. On le prend tel quel. Et ensuite, on va le nettoyer et l'assainir. Il peut avoir des petits... On va le nettoyer, voilà. Et ensuite, on va le prendre en photo. Donc c'est là tout notre rôle, c'est vraiment notre marque en fait, c'est vraiment de venir proposer une sélection qui permette une certaine projection et ensuite on va le mettre en ligne ou à la boutique et les gens vont pouvoir se servir, que ce soit en ligne ou en physique. C'est pour ça que tu as des jolies photos en fait, c'est chez toi, c'est dans ton entrepôt. Exactement. En fait, l'idée, c'était aussi de se dire aujourd'hui, c'est compliqué de chiner. Parce que si on a du mal à se projeter sur le Bon Coin, par exemple, ça peut être, ou sur Celency d'ailleurs, ça peut être compliqué de se dire, ah oui, tiens, ça irait vachement bien. Donc nous, on mise beaucoup sur la photo et on vient aider le client à imaginer ce que ça pourrait être chez lui. Et d'ailleurs, souvent sur les photos, on mélange le neuf et la seconde main. Et souvent, on a en fait des gens qui consomment les deux parce que c'est une bonne association. Ouais. Tu parles de Celency, c'est pas un concurrent, ça t'embête pas d'en parler? Pas du tout. Alors en fait,
Celency, on est tous les deux vendeurs de seconde main, mais on n'a pas du tout le même modèle. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand on a des projets professionnels, je peux très bien acheter sur Celency parce qu'ils vont avoir des pièces que je ne vais pas trouver ailleurs, etc. Donc en fait, moi, je ne m'empêche pas d'aller acheter ailleurs. Et d'ailleurs, on va parfois aussi travailler avec des brocanteurs qui vendent également sur Celency. Donc non, au contraire, tant mieux que ça existe et qu'on ait une approche différente aussi de la seconde main, c'est top parce que ça vient la faire se développer. Et aujourd'hui, on a besoin qu'une offre comme celle-ci se développe et devienne structurée et professionnelle. À quel rythme ? Industrialisée. Excuse-moi. Ah ouais. Et industrialisé. À quel rythme tu chines ? Tu fonctionnes par collection ? En fait, on identifie un certain nombre de best-sellers et sur lesquels ça va être un peu notre fond, notre stock qu'on va voir très régulièrement. C'est là-dessus notamment qu'on va demander à nos brocanteurs d'aller chiner. Et après, en fonction des collections, on va imaginer en fonction des thèmes. La dernière collection, c'était New Morning dans un appartement absolument magnifique. Et donc on allait chiner à ce moment-là d'autres pièces. Et en fait, on vient tester à chaque fois des nouveaux produits qu'on va essayer de retrouver. Alors bien sûr, ça sera jamais la même table de ferme, ça sera jamais la même Romy ou même Georges le miroir. Ça sera jamais les mêmes produits, mais ce sera toujours ils auront toujours les mêmes spécificités. Et donc ça, effectivement, ça évolue, c'est à peu près tous les 2 mois, mais sinon, on va dire que les best, eux, restent en stock autant qu'on en trouve. Quel type de meubles ou de pièces vintage tu trouves qu'il faut avoir chez soi ? Le miroir. Je suis en train moi-même d'en chercher un pour chez moi. C'est hyper compliqué. Quel type de miroir ? Moi, j'aime beaucoup le miroir Louis-Philippe, le miroir doré avec ce miroir qui est très piqué. J'étais à Venise il y a 10 jours et il y avait des miroirs qui étaient quasiment noirs. Et en fait, c'est magnifique. C'est vraiment la patine du temps. Alors évidemment, l'usage du miroir, là, il est un peu limité. Mais c'est un miroir qui raconte une histoire. Et ça, j'adore. Donc je trouve que le miroir, c'est un vrai... c'est assez magique, en fait. Et qu'est-ce que les gens chinent beaucoup chez toi ? Ou même dans l'absolu ? Dans l'absolu, c'est la table. La table, parce qu'en fait, c'est très compliqué aujourd'hui, même parce qu'on produit aussi. Donc, c'est très compliqué de produire des belles tables. Et la table de ferme, c'est vraiment quelque chose que les gens recherchent. La table scandinave aussi. Et en plus, c'est de très beaux produits, parce que la table, pareil, elle a une histoire, elle a vécu, elle a été abîmée, on a coupé dessus directement. Donc il y a aussi une histoire là-dessus. Donc c'est vraiment la table que les gens recherchent le plus. Et comment t'expliques cet engouement pour la Chine ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a évidemment la conscience, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que finalement jeter, c'est pas forcément la bonne idée, qu'il y a des très beaux produits, très bien manufacturés, qui existent et qu'on peut les trouver facilement finalement, grâce notamment au Bon Coin ou des marketplaces comme Celency. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a une certaine qualité que finalement aujourd'hui on retrouve pas. Alors avant, la seconde main était un peu perçue comme quelque chose de... Oui, j'y vais parce que j'ai pas d'argent, etc. Donc un peu finalement pas hyper bien vu. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, chiner, ça devient cool. Donc chiner, avoir des pièces chez soi qui sont uniques, etc., c'est hyper cool. Et donc c'est là où en fait, nous, avec notre notion de service, on va apporter quelque chose à cette nouvelle tendance. C'est une vraie philosophie, tu trouves ? Oui, je pense. Il y a des gens qui... C'est évident, en fait. C'est un truc qui est ultra global. Oui, bien sûr, on a tous conscience que la planète va pas bien et que si on peut consommer mieux, on va acheter de la seconde main. Vinted, aujourd'hui, c'est le plus gros concurrent en mode. Le Bon Coin, c'est un des plus gros concurrents en déco. Parce qu'évidemment, on va trouver des choses économiques. Puis on a une certaine fierté à chiner. Ah tiens, c'est une pépite que j'ai dégotée, c'est incroyable. Et alors, pourquoi t'es pas resté focus sur la Chine et tu as proposé ces collections en neuf ? Et est-ce que chez toi, t'as que de la seconde main ou que du neuf, par exemple, Hortense ? Non, j'ai les deux. Ah voilà. Chez moi aussi, j'ai les deux. Et je me suis dit que finalement, tu peux avoir full seconde main, mais ça peut être un peu... t'as pas forcément envie d'avoir l'intérieur de ta grand-mère, ou même si tu le fais bien sûr avec beaucoup de goût. Ou tu peux avoir marié justement ce neuf et ce contemporain et avoir un intérieur qui soit à la fois unique et qui soit très beau et très tendance. Je pense que la démarche des deux, finalement, ça permet d'avoir un intérieur qui te ressemble et qui soit actuel.
Alors, comment tu travailles pour imaginer ces collections? Qui les dessine? Comment elles sont fabriquées? Alors, on les fait en équipe. Et en fait, donc, on essaye de faire des collections tous les 2 mois. C'est le rythme qu'on a depuis la création. Et en fait, on réfléchit à des moments de vie, parce que finalement, la déco, c'est un moment. T'es chez toi. La première collection, par exemple, c'était un apéro entre amis. C'est le soir. Voilà, donc c'était des planches à découper, des serviettes en lin, c'était une belle table, une table basse chinée, etc. Donc là, la dernière collection, par exemple, c'est New Morning, c'est se lever le matin. Donc qu'est-ce qu'on imagine autour de ça? Des rideaux, du linge de lit, un bureau, un miroir, du luminaire. Voilà, donc à chaque fois, on va imaginer nos collections à travers des expériences. Ok, et alors toi, je crois que c'est important de communiquer sur le mode de fabrication. Ouais, exactement. On veut être hyper transparent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait du neuf, c'est compliqué. On peut pas tout faire produire, malheureusement, en Europe, en France, etc. Il y a des très bons savoir-faire en Indonésie, avec des choses qui sont très bien faites. Vous avez des très bons savoir-faire chinois aussi. Et en fait, il faut simplement le dire aux gens. Donc ça, c'est évident. Donc nous, sur chacune de nos fiches produits, on a toujours l'origine du produit. Et après, bien sûr, on cherche à développer. Aujourd'hui, on travaille de plus en plus avec le Portugal. On vient de lancer notre première chaise 100% française. Et ça, on en est hyper fiers avec la chaise française. On vient aussi hyper fiers, on n'est pas que des filles chez De Bon Goût. Donc on en est tous très très fiers. Et puis après, on a aussi, on travaille de plus en plus avec la Pologne, avec l'Europe de l'Est aussi, qui se réindustrialise. Le Portugal en fait partie, et on espère que la France, ça sera très bientôt. Alors cette chaise, par exemple, juste raconte-nous assez simplement, mais le procédé créatif. Tu t'es dit, il faut une chaise, vous avez dessiné. Alors, sur la chaise, là en l'occurrence, c'est une manufacture qui est, je crois, en Picardie. Et en fait, ils avaient plusieurs modèles de chaises. Et en fait, on a tout simplement une chaise qui n'était pas commercialisée, sur laquelle on a eu un vrai coup de cœur. Et on s'est dit, banco, celle-ci, on la lance, elle est superbe, etc. On a simplement changé les coloris. Et voilà un peu comment ça s'est fait. Donc là, c'est assez c'est anecdotique, mais sinon, effectivement, on va travailler plutôt avec des designers, parfois avec des fabriques, par exemple, sur des serviettes ou du linge. C'est fait au Portugal. Bon, là, les mesures sont assez communes, donc on va plutôt travailler les choix de tissus, les dimensions, etc. Chaque produit a des prénoms. Tu disais tout à l'heure Georges et je sais plus qui. Ouais, et Romy, la table. Que ce soit pour les nouvelles collections et les collections vintage. Exactement. Bah ouais, c'est des petites... ça vient vivre chez toi. Mais tu crois que tu vas avoir assez de prénoms? Ah oui, t'inquiète. L'ambition. Parce que, aussi, j'avoue qu'il y a aussi des prénoms qu'on a oubliés et qu'on remet un peu. Alors, tu as ouvert aussi une boutique. Alors, pourquoi ouvrir une boutique 5 ans après le lancement d'un site plutôt marchand qui marchait bien, qui marche bien? Ouais. En fait, on avait des bureaux et tout simplement par pur pragmatisme, on va dire, on a ouvert nos bureaux à des clients pour qu'ils puissent venir voir les produits en vrai, venir essayer les fauteuils, etc. Et ça marchait plutôt bien. Et on s'est dit, en fait, finalement, on va plutôt donner la primeur à la boutique et côté magasin que à nos bureaux, et nous on va se mettre derrière. Donc en fait on travaille dans notre boutique, on a aménagé un bureau avec une très jolie verrière derrière qui est juste derrière, et ça permet aux gens effectivement de venir essayer les produits beaucoup plus facilement. Il n'y a plus de sujet de rendez-vous. Ça permet aussi d'améliorer la notoriété, de se faire connaître des passants, etc. Surtout qu'on est dans un endroit qui est hyper touristique, qui est le canal Saint-Martin. Donc voilà un peu l'idée. Mais après, on n'a pas vocation à ouvrir plus de boutiques. En revanche, on travaille avec des boutiques revendeurs. Ouais, et là, même, tu as par exemple une actu. Là, tu as au printemps, par exemple, tu as un corner jusqu'à fin mars. Bon, c'est bientôt la fin. Ouais, normalement, on enchaîne avec une autre OP, dont je parlerai bientôt. Écoute, j'ai pas encore toutes les infos, donc préfère... Mais on va être plus sur un sujet beaucoup plus lifestyle. Ok, vous avez fait un gros partenariat avec H&M Home, on peut en parler? Exactement, on travaille en exclusivité avec H&M Home, et ça on en est hyper fiers. Ça date d'il y a 1 an maintenant, c'est un partenariat qui se passe très bien, puisqu'en fait on équipe la boutique du boulevard des Capucines en seconde main, et on vient proposer donc des produits de seconde main au sein de la boutique, en fait sur du mobilier. H&M Home travaille plutôt la petite déco, et nous on vient la mettre en valeur avec nos produits de seconde main. C'est drôle, parce que ce sont deux
2 univers très différents. Exactement. Et alors souvent, on me dit, mais attends, H&M, voilà, c'est quand même, en termes d'image, et moi je dis à chaque fois, mais je suis ravie de pouvoir, s'ils font ce pas en avant vers la seconde main, je suis ravie de les aider à aller là-dessus. Donc c'est top. Moi, je trouve ça génial. Tu parlais, donc là, tu travailles avec les pros, c'est-à-dire, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tu peux meubler des boutiques, mais tu peux aussi trouver du mobilier pour des... Pour le Club Med. Ouais, je te laisse aborder le sujet tout à l'heure. Non, mais on peut, évidemment, on travaille en fait avec des hôteliers, des restaurateurs, des boutiques. En fait, on vient identifier, ou eux, parfois, ils ont aussi des bureaux aussi. On travaille notamment avec Factory là-dessus. Ils ont des besoins de seconde main. Et en fait, voilà, souvent, parfois, ils ont des listings. Parfois, ils n'ont pas de listing, donc c'est à nous de venir leur proposer des choses. Et on se met d'accord sur les produits. Ensuite, nous, on part en recherche de tous les produits qu'on a identifiés. On les propose à chaque fois aux clients pour qu'ils les valident. Alors après, on rentre dans un petit jeu où, bien sûr, il faut valider vite le produit puisqu'il peut se vendre à tout moment. Et ensuite, on va venir stocker les produits chez nous et on va tout livrer d'un seul tenant. Donc, ça vient vraiment apporter un facilitateur dans l'ameublement de tous les professionnels sur la seconde main. Parce qu'aujourd'hui, les solutions qui existent, c'est très compliqué parce que c'est un achat par un achat, c'est une livraison par une livraison. Et là, nous, ça nous permet effectivement d'aller chercher et d'aller chiner partout. Et sur le concept neuf seconde main, t'es la seule, on est d'accord? Oui, il y en a qui arrivent. Ah. Comment t'as eu cette idée? Tout simplement de l'expérience. En emménageant chez moi, donc la boîte est née en 2019, mais l'idée, elle date de toute fin 2017. On emménage donc chez nous avec mon mari dans un appartement, on vient tout refait. On a dépensé évidemment tout notre argent dans les travaux et il faut se meubler. Et quand il faut se meubler, tu vas effectivement chercher des petites marques qui vont être abordables en prix et de la seconde main. Et en fait, j'ai chiné des pépites, j'ai un des bêtes que j'ai toujours, que j'adore. Je l'ai chiné 500 €, quelque chose comme ça. Donc, et je trouvais ça incroyable, de pouvoir avoir un intérieur avec. Je viens de le refaire là pour mon appartement, on vient de déménager, d'avoir des choses que tu peux trouver, que tu vas chiner, etc., qui sont uniques, qui peuvent être de très belles pièces. Et pour autant, sans être particulièrement ruiné, en tout cas en ayant toujours un prix abordable. Et en fait, c'est là où le constat est arrivé très facilement, c'est de se dire effectivement, ce qu'on disait au début, aucune marque ne mélange les deux, alors que c'est un usage. Et en fait, au-delà de cette idée, ce qui m'est venu immédiatement, c'est le nom. Et pour l'anecdote, en fait, de bon goût, c'est tout simplement parce que je voulais quelque chose qui marque un certain sens premium, des prix abordables, mais avec une image de marque premium. Et je cherchais quelque chose entre le bon marché et le bon coin. Et qu'est-ce qu'il y a entre le bon marché et le bon coin? Il y a le bon goût. Et donc, du coup, ça a donné de bon goût. Tu réponds à ma première question, là. Génial. Et quel était ton parcours avant? Est-ce que tu étais déjà dans cet univers un peu lifestyle déco ou pas du tout? Pas du tout. En fait, moi, je suis tombée dans la marmite de l'entrepreneuriat assez jeune, puisque en fait, j'ai fait des études de droit pendant 5 ans. Et à la fin de mes études de droit, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas forcément, que je me voyais pas avocat. Et donc, je me suis dit, bon, en fait, là, je viens d'une famille plutôt modeste, donc j'avais pas les moyens de retourner à faire des études, etc. Et puis, il fallait que je bosse. Donc, j'ai monté ma première boîte vraiment par nécessité. Et en fait, c'était une agence de com digital. Et donc c'était en 2011, ça date un peu maintenant. Mais je me disais donc j'avais 23 ans, je me disais hyper naïvement que c'était incroyable. J'allais aider les gens à communiquer sur les réseaux sociaux, etc. Je savais pas du tout qu'il y avait déjà de très grosses agences, parce que je suis lyonnaise, de très grosses agences à Paris qui faisaient ça. Mais donc, c'était une bonne idée, néanmoins, puisque c'est une boîte qui est née en Auvergne, à Clermont-Ferrand, qui s'est développée à Lyon, puis à Paris. À 25 ans, j'avais 14 salariés, donc c'était un truc hyper chouette. Malheureusement, ça s'est pas fini comme j'aurais voulu que ça se termine. Donc ça a été ça a été assez compliqué. Et après ça, je suis allée bosser, donc une bonne expérience entrepreneuriale bien dense, comme première expérience professionnelle. Et après ça, je suis allée bosser dans une agence de pub, en me disant, en fait, maintenant, je rêve d'avoir des tickets resto, quoi. Ça y est, je fais des tickets resto, et une mutuelle et des congés payés. Tu vois, le rêve.
Byzance. Et en fait, donc j'ai bossé 3 ans dans cette agence, c'était super, j'ai appris plein de choses. Et en fait, après, l'entrepreneuriat a commencé à manquer, et puis surtout l'univers du digital. Tu vois que le monde autour de toi est en train d'évoluer. On le voit, hier on avait cette discussion sur l'IA, mais on vit des révolutions constantes en fait. Et tu te dis, mais en fait moi aussi je veux en faire partie, quoi. Et pour lancer De Bon Goût, est-ce que tu t'es fait accompagner? Tu as dû faire des levées de fonds? Comment ça s'est passé? Alors en fait, pour l'anecdote, on s'est lancés tous les deux avec mon mari, parce que j'ai aussi un mari entrepreneur. Et on s'est lancés tous les deux exactement en même temps. C'est-à-dire qu'on venait d'acheter notre appart, avec le crédit que ça représentait. On était jeunes mariés, donc on voulait faire un bébé. Et en fait, moi, j'avais l'idée de Bon Goût, puis je me disais, je vais le faire. J'ai quand même mis un peu de temps, mais je vais le faire. Et puis lui, pareil, il était dans une boîte, c'était sa première expérience en tant qu'entrepreneur, puis il voulait monter sa propre affaire. Et puis un soir, on était tous les deux au restaurant, et puis il me dit, en fait, moi aussi, je veux monter ma boîte. Et je lui dis, non, attends, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas se mettre à risque comme ça tous les deux. C'est impossible. Non, il faut qu'il y en ait un de nous deux qui fasse un choix. Et puis, au fil de la discussion, on s'est dit, en fait, all-in. Allons-y. On a pris un chien juste après. Allons-y, on n'a rien à perdre. On est jeunes, etc. De toute façon, on a quand même de l'expérience. Et on s'est mis un seul élément. C'était de se dire, dans 18 mois, il faut qu'on ait des salaires. C'est-à-dire, on avait 2 ans de chômage. Dans 18 mois, il faut qu'on ait des salaires. Et donc, en fait, si tu veux, on était quand même dans un écosystème un peu start-up, etc. On voyait qu'il y avait les levées de fonds, que moi, à l'époque, on était sur les gros sujets de DNVB, etc. Et je me suis dit, je vais y aller, je vais lever des fonds. Quentin s'est dit exactement la même chose. Et c'est comme ça que lui a créé Mechanicus et que moi, j'ai créé De Bon Goût. Mais on avait cette target de timing. Et au bout de 18 mois, on avait les fonds pour le faire. Et toi, tu as fait 2 levées de fonds, je crois? J'ai fait 2 levées de fonds, j'en prépare une 3e. Je dis ça, je dis rien. Et du coup, oui, exactement, j'ai fait 2 levées de fonds, toujours accompagnées de business angel. Parce que, alors, pour parler entrepreneur et finance, on est un business brick and mortar, donc on fait du stock. Et ça, les fonds d'investissement, ils regardent plutôt les boîtes tech. Voilà. Donc, nous, on travaille plutôt avec des business angels. On travaille aussi avec des plateformes de crowdfunding comme Tudigo, qui nous a beaucoup aidé sur la 2e levée. Et c'est comme ça, en fait, que ça a financé en fait, notre développement et notre croissance. Tout ça en ayant, je crois, 3 enfants entre 0 et 5 ans. Oui, c'est ça. 8 mois, 5 ans et 3 ans et demi, celle du milieu. Et un chien, Booba. Évidemment. Comment tu combines tout ça? Comment tu gères ton quotidien? En fait, et c'est hyper important aussi, parce que je pense qu'il faut bien le dire. Souvent, on nous dit, mais vous êtes des fous, 3 enfants, un chien, 2 boîtes, comment vous faites? En fait, on est organisé, déjà, c'est sûr. On a une super nounou, en qui on a pleine confiance. Et après, je pense qu'il faut aussi désacraliser le rôle de l'entrepreneur qui bosse jour et nuit. En fait, nous, on n'y arrive pas. On peut pas bosser jour et nuit. On essaye d'être performant dans le temps qui nous est donné. Et le temps, il est plutôt OK. On commence à 8h30, 9h et on termine à 19h. Donc, je veux dire, c'est des grosses journées, certes, mais on n'a pas besoin de bosser les week-ends, on n'a pas besoin... Alors, on est tout le temps connecté, évidemment, mais on n'a pas besoin d'en faire beaucoup plus. Et ça, je pense que... donc, finalement, on a une vie assez normale. Et ça, je pense qu'il faut bien le faire comprendre aux gens, quoi. On peut y arriver, c'est pas... Mais comment tu arrives à avoir cette vie assez normale? Il y a pas mal d'entrepreneurs, de femmes indépendantes ou d'hommes, évidemment, qui écoutent. Quels conseils tu donnerais? Alors déjà, il faut avoir quelqu'un qui comprenne ça dans ta vie. C'est-à-dire que moi, mon mari, il comprend parce qu'il est entrepreneur. Et au contraire, on est tous les deux solo founders en plus. Donc on passe énormément de temps à parler de nos boîtes. On parle plus de nos boîtes que nos enfants. Ils sont encore petits, mais bon, on parle beaucoup de nos boîtes, etc. Donc on s'accompagne vachement, on se comprend vachement. Tu vois, il m'a laissé partir 4 jours au Club Med quand même. C'est vachement cool. Donc non, on est vraiment... On a déjà ce partenariat-là qui fonctionne très bien. Et après, effectivement, d'un point de vue financier, il faut pouvoir avoir une nounou. Nous, on est en garde partagée, mais comme plein de gens. Donc, on est 2 familles à partager la même nounou. Donc, il faut avoir effectivement cette possibilité-là financière d'avoir... Mais finalement, c'est coûte pas beaucoup plus cher qu'une crèche. Quelles difficultés tu rencontres dans mon quotidien? Ouais. Le stress
Être entrepreneur, c'est pas facile. C'est génial, j'ai une équipe géniale, j'ai franchement un setup parfait, j'habite pas très loin de là où je travaille, des enfants en bonne santé, enfin tout roule dans ma vie, je touche du bois, mais il n'empêche que t'es stressé parce que ta boîte tu dois la faire grossir, parce que moi j'ai pas envie de me limiter à voilà, je suis ambitieuse pour De Bon Goût, j'ai envie d'en faire une vraie marque qui compte, et tout ça c'est du financement, c'est poser chaque pion, c'est se dire est-ce que je prends la bonne décision à ce moment-là, etc. Donc c'est énormément de stress. Et qu'est-ce que tu préfères faire dans ton métier ? Tout. C'est vraiment, en fait, c'est ça qui est vraiment cool. On le dit souvent, enfin on l'entend souvent, mais il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre. Parfois, je peux décharger un camion, il m'arrive d'aller chiner, je peux faire un BP, je peux négocier avec des fournisseurs, enfin voilà, aller boire une bière avec mes équipes. Enfin voilà, c'est vraiment cool quoi. Enfin tout est bien. Et la tâche que t'aimes le moins ? La tâche que j'aime le moins, la compta. Franchement, ça c'est vraiment relou. Non, ouais, je dirais ça. Ouais, c'est un peu chiant. Tu dis que t'as de l'ambition pour De Bon Goût. Tu te vois où dans 5-10 ans ? Écoute, il y a certains acteurs de la déco qui vont pas très bien en ce moment. On l'a vu avec Habitat, etc. Moi, clairement, je me vois à leur place. Donc, en ayant apporté cette conscience de la consommation responsable. Donc voilà, donc c'est ça, en fait, tout simplement. Quel est ton style déco ? C'est le style De Bon Goût ? Alors, j'ai pas de table de ferme chez moi. Qu'est-ce qu'on appelle une table de ferme ? Alors, pour en fait, ceux qui ne savent pas. C'est des tables. Souvent, elles ont un tiroir, elles ont un plateau, elles sont toutes en bois. Souvent, c'est du bois massif. Et elles ont des pieds tournés, parfois. Voilà, donc c'est des tables qui s'identifient effectivement par leur aspect assez rustique. Et donc, quel style déco chez moi ? Écoute, je viens de déménager dans un appartement dans un immeuble qui date de 1969. Et en fait, moi, dans l'absolu, j'aime pas. Enfin, bien sûr, il y en a des sublimes, etc. Mais le style haussmannien, je trouve que c'est cool, mais il y en a quand même beaucoup. Tout le monde a beaucoup d'haussmanniens. Et mon premier appart, l'appartement dans lequel on était juste avant, lui, il avait plutôt un look d'atelier qui était très cool, voilà, avec des verrières, etc. Et là, le côté 69 de l'appart, j'ai essayé de le jouer. Alors, bien sûr, pas non plus, on n'est pas déguisé, quoi. C'est dans l'esprit 2023, 2024. Mais on a, voilà, une salle de bain Bordeaux, par exemple, avec des éliges Bordeaux. On a fait des verrières avec des verres qui sont texturés, voilà, des verrières en bois. J'ai une table, on parlait de table, donc moi ma table elle est en pied chromé et avec un plateau en verre fumé. Donc j'ai des rééditions de fauteuils Ikea que j'ai acheté là il y a peu de temps. J'ai bien sûr un fauteuil Achille qui vient de chez De Bon Goût et voilà, donc j'ai plein de choses. Donc finalement c'est assez c'est très moderne, mais avec du vintage évidemment. Et ta pièce préférée ? Et ma pièce préférée chez moi, mon débed. Tu te souviens de la première pièce que tu as chinée ? Ouais, je l'ai eu pendant très longtemps. Je m'en suis séparée parce que j'essaye de pas pas trop s'attacher aux choses parce que sinon tu conserves trop de choses. Mais c'était quand j'étais à Clermont-Ferrand et je venais de m'installer dans mon petit appart et j'ai chiné au puce une coiffeuse avec un plateau en marbre. Donc chez nous, elle s'appelle les coiffeuses Louise et donc je l'ai gardée pendant, je sais pas, 15 ans, quelque chose comme ça. C'est la première pièce que j'ai chinée. Et toi qui as des enfants, est-ce que tu adaptes ta déco aux enfants ou pas du tout ? Oui, évidemment. C'est-à-dire que c'est compliqué, tu vois, je peux difficilement leur mettre une vieille malle. Alors quand ils étaient bébés, ok, ils bougeaient pas, mais maintenant ils bougent partout. Donc non, la déco, là pour le coup, en plus j'ai un gros parti pris, c'est que je les ai collés tous les trois dans la même chambre. Donc ils ont 5 ans, 3 ans et demi et 8 mois et en fait ça se passe plutôt bien. Je me dis que ça créera des souvenirs, hein. Pour le coup là je suis obligée, ça va aller tellement vite, ça va évoluer tellement vite que finalement c'est très fonctionnel. J'essaye de faire des choses jolies mais qui restent très fonctionnelles. Oui, parce que tu sais, il y en a qui ont la table basse ronde, qui ont des angles en plastique sur les meubles. Est-ce que tu es cette team-là ou pas forcément ? Non, je me dis que s'ils se cognent une fois, ils se cogneront peut-être pas une deuxième. T'as raison. Avant-dernière question assez révélatrice, il y a quoi sur ta table de chevet ?
Alors, il y a le livre de Michelle Obama. Et autant te dire que j'essaye de le lire, mais j'ai pas le temps. Et en fait, je me fais souvent happer, et c'est pas très bien, mais je me fais souvent happer par mon feed Instagram. Et après, j'ai une petite table de nuit, donc il y a mon téléphone et ma lampe. Tout simplement. Ouais. Dernière question rituelle à laquelle tu as réfléchi. J'ai la liste. Si tu fais un dîner avec 6 personnes, 6 personnalités, vivantes ou pas, qui seraient-elles ? Alors, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément d'ordre, mais le premier, ça serait le Corbusier. Pourquoi le Corbusier ? Parce qu'en fait, c'est quand même incroyable. Ça a été une vraie révolution dans l'urbanisme, puis dans son mobilier, effectivement, magnifique. Mais aussi parce qu'en fait, je pense que ça serait pendant un dîner, je pense que ça serait hyper intéressant de discuter avec lui de en fait, tu vois, Cité radieuse sur le papier, c'était exceptionnel, quoi. C'est des cellules, enfin, tu vois, hyper optimisées pour la vie quotidienne, etc. Et en fait, quand tu prends le recul, et en fait, le fait que dans les années 60, ça c'est devenu finalement, ce style architectural sont devenus un peu des cités. On a eu un système de ghettoisation, etc. En fait, je serais hyper curieuse de savoir ce qu'il en pense aujourd'hui avec le recul. Et est-ce que c'était une aussi bonne idée, quoi. Le deuxième, c'est un entrepreneur. Parce que, évidemment, je suis entrepreneur, donc voilà. Et moi, j'adore les histoires. Donc, tu as les histoires comme La Redoute, par exemple, de boîtes qui soit n'allaient pas bien, soit étaient un peu tombées dans l'oubli. Et c'est le cas de Fermob. Fermob, le mobilier d'extérieur. Bernard Rébier, j'ai eu l'occasion de le rencontrer quand j'étais à Lyon. Et en fait, je trouve que ce qu'il a fait, c'est assez exceptionnel. Et donc ça, c'est une histoire d'entrepreneur qui m'intéresse vachement. Je trouve que voilà, c'est rare d'avoir des parcours comme ça. Et je sais que c'est un mec sympa. Enfin, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui va se la péter ou quoi, qui est hyper abordable. Et donc voilà. Donc à un dîner, je pense que ça pourrait. Corbusier, je sais pas s'il était sympa pour le coup, tu vois. Bernard Rébier, j'aimerais bien. Après, bon, tant qu'à faire, autant se faire plaisir. J'aimerais bien inviter Beyoncé, tu vois, parce que Beyoncé, quand même, pareil, énorme star, tu vois, elle vient. Enfin, on a toutes dansé sur du Beyoncé. Enfin, tu vois, c'est un peu classe, quoi. T'as Beyoncé chez toi à dîner, c'est cool. T'es pas à l'abri qu'elle se mette à chanter. Donc ouais, son parcours exceptionnel, tu vois. Dans le même genre, je parlais de Michelle Obama, mais c'est pareil, tu vois, c'est des femmes incroyables. Donc des parcours de femmes comme ça qui sont hyper inspirants. Ça serait génial. Après, j'aime bien me marrer, donc Maxime Gasteuil. Lui, il me fait vraiment rire. Il me fait vraiment rire. Est-ce qu'il ferait rire le Corbusier ? Je sais pas. Et Beyoncé, je sais pas si elle comprendrait, mais bon. La dernière, ça c'est un peu pour la blague, mais Kate Middleton, quand même, j'aimerais bien savoir comment elle va. Tu vois, c'est un peu le grand sujet du moment. Donc si je peux avoir petites infos en off comme ça autour d'un dîner pareil, pourquoi pas. Et le dernier, c'est Quentin, parce que tant qu'à faire, autant comme je partage. C'est qui, Quentin ? Pardon, c'est mon mari. Évidemment. Et oui. Trop sympa de l'inviter. Bah oui, je l'invite quand même, faut que je le fasse un peu croquer. Bon, merci beaucoup Claire pour tout ce que tu nous as confié, raconté. Merci à beaucoup. toi, Hortense. Au revoir à tous. Cool. Merci. Bye bye, ciao. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.